Alors voilà, sous nos pieds, là, juste sous le bitume de chaque rue, sous chaque bâtiment, il y a tout un réseau complètement invisible. C'est un peu comme le système circulatoire de la ville, c'est ce qui la maintient en vie. Et aujourd'hui, eh bien, on va plonger dans ce monde caché, celui de l'hydraulique urbaine. C'est une bonne question, ça. Quand on pense à une grande ville, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Les gratte-ciel, peut-être? Les grands stades? Mais si on se demandait quelle est vraiment la machine la plus immense et la plus complexe de toute la ville? Eh bien, la réponse va peut-être surprendre, parce que ce n'est rien de tout ça. Non, la machine la plus complexe, elle est invisible. C'est cet immense réseau souterrain, ce labyrinthe qui gère le parcours de chaque goutte d'eau, depuis sa source jusqu'à nos maisons et bien au-delà. Et tout ça, ça porte un nom. C'est l'hydraulique urbaine. C'est la science, l'ingénierie qui se cache derrière ce fameux système circulatoire de la ville. Et c'est tellement efficace, tellement bien intégré, qu'en fait, on n'y pense jamais. On oublie complètement que ça existe. Allez, pour bien comprendre comment ça marche, on va suivre le chemin d'une simple goutte d'eau. On commence par son tout premier voyage, depuis la nature jusqu'à notre robinet. D'accord, mais elle vient d'où, cette eau à la base? Eh bien, de plusieurs endroits. Ça peut être des rivières, des lacs, des grands réservoirs qu'on a construits, ou même des nappes d'eau souterraines, les fameuses nappes phréatiques. C'est vraiment le point de départ de toute cette aventure. Évidemment, cette eau, telle qu'elle, on ne peut pas la boire. Elle doit passer par toute une série d'étapes de nettoyage. C'est un peu un parcours du combattant. D'abord, on ajoute un produit pour que toutes les petites saletés se collent ensemble, qu'elles forment des flocons. Ensuite, on laisse ces flocons qui sont plus lourds tomber au fond. C'est la sédimentation. Après ça, on fait passer l'eau à travers des filtres de plus en plus fins pour attraper ce qui reste. Et à la toute fin, la désinfection pour tuer les microbes, les bactéries, tout ce qu'on ne voit pas. Une fois que l'eau est propre, il faut l'amener partout. Et là, l'échelle est juste vertigineuse. Si on prend l'exemple des États-Unis, il y a plus d'1 million de kilomètres de canalisation sous terre. 1 million de kilomètres. Pour se donner une idée, c'est comme faire plus de 25 fois le tour de la planète. C'est un labyrinthe gigantesque, juste là, sous nos pieds. Et voilà, c'est seulement après ce très long voyage, après avoir été nettoyée, purifiée et mise sous pression pour qu'elle puisse monter dans les étages des immeubles, que l'eau arrive enfin chez nous, prête, disponible, juste en tournant le robinet. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Parce qu'une fois qu'on a utilisé cette eau, elle va où? C'est là que commence son deuxième grand voyage, le chemin vers la sortie. Et là, il y a un truc super important à comprendre, une distinction essentielle. En général, dans nos villes, il n'y a pas un, mais deux réseaux d'évacuation séparés. D'un côté, il y a le réseau sanitaire. Lui, il collecte les eaux usées des maisons, des bureaux, bref, tout ce qui part dans les toilettes ou l'évier, et il envoie tout ça vers une station de traitement. Et de l'autre côté, il y a le réseau pluvial, qui lui ne récupère que l'eau de pluie des rues et des toits, et qui la rejette souvent directement dans les rivières. Cette phrase résume vraiment tout. Le but de ce système, ce n'est pas juste de se débarrasser de l'eau sale pour ne plus la voir. Le vrai enjeu, c'est de protéger la santé de tout le monde, d'éviter la propagation de maladies, et en même temps, de protéger la nature. C'est absolument fondamental pour nos sociétés modernes. Alors, la station d'épuration, c'est fascinant. C'est un peu comme si on avait pris les processus de nettoyage de la nature et qu'on les avait mis en mode avance rapide. En gros, on utilise des milliards de bonnes bactéries qui vont manger la pollution. On recrée un écosystème qui fait en quelques heures ce que la nature mettrait des semaines, voire des mois à faire toute seule. Et le niveau d'efficacité est bluffant. On parle de plus de 99,9% des polluants qui sont éliminés. Ça veut dire que l'eau qui ressort de la station est suffisamment propre pour être rendue à la rivière sans danger pour les poissons et tout l'écosystème. Ok, on a vu l'eau qui arrive et l'eau usée qui repart. Mais il y a un troisième voyage, un voyage parallèle qu'on oublie souvent et qui est pourtant crucial. Comment on gère les orages et les pluies diluviennes? On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? Il tombe un orage incroyable, les rues se transforment en torrent en 5 minutes et 1 heure après, pouf, c'est presque sec. Comment c'est possible? Eh bien, la réponse, c'est ce fameux système d'évacuation des eaux de pluie. Et son rôle va bien au-delà de simplement éviter que les caves soient inondées. Ce système, il est pensé pour plein de choses, limiter l'érosion des sols, bien sûr, mais aussi empêcher que tous les polluants qui sont sur la route, l'huile, les métaux lourds, finissent direct dans la rivière. Et de plus en plus, on essaie de faire en sorte que cette eau de pluie puisse s'infiltrer dans le sol pour recharger les nappes phréatiques. D'accord. Maintenant qu'on a vu comment tout ça fonctionne aujourd'hui, il faut se poser la question de l'avenir, parce que les défis qui attendent ces systèmes sont absolument énormes.
Pour comprendre le problème, il faut regarder d'où on vient. Beaucoup de ces réseaux datent de la fin du 19e siècle ou du milieu du 20e. Ils ont été conçus pour durer 75, peut-être 100 ans. Le calcul est vite fait. Aujourd'hui, une bonne partie de cette infrastructure arrive en bout de course. Et le chantier pour tout renouveler, il est tout simplement gigantesque. Et comme si le vieillissement des tuyaux ne suffisait pas, on a une double pression qui s'ajoute. D'un côté, plus de population, donc plus de demande en eau. De l'autre, le changement climatique qui rend les ressources plus rares ou plus imprévisibles. Le graphique le montre bien. Dans beaucoup d'endroits, la courbe de la demande va bientôt croiser celle des ressources disponibles. C'est ce qu'on appelle le stress hydrique. Alors, face à tout ça, la solution, ce n'est pas juste de remplacer les vieux tuyaux par des neufs. Ça ne suffira pas. Il faut carrément repenser la manière dont on gère l'eau. La clé, c'est de créer des systèmes qui soient plus intelligents, plus flexibles, bref, plus résilients pour affronter l'avenir. Et heureusement, les pistes innovantes, ça ne manque pas. On parle de plus en plus de recycler et de réutiliser les eaux usées après traitement. On commence à installer des réseaux de capteurs intelligents pour repérer une fuite à la minute où elle se produit. On développe des infrastructures vertes, comme des jardins de pluie ou des routes perméables, pour mieux gérer les orages. Et la technologie du dessalement de l'eau de mer fait aussi des progrès énormes. Et on termine sur cette question, qui est vraiment la question essentielle. L'infrastructure hydraulique qu'on a aujourd'hui, c'était une véritable merveille d'ingénierie pour le XXe siècle. Elle a littéralement changé nos vies. Le défi, pour nous maintenant, c'est de se demander à quoi doit-elle ressembler pour le XXIe siècle. Comment la réinventer pour garantir notre avenir ?